Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce jour, mardi 24 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Le ministère de l'Énergie a mis à la disposition de la maternité Isaka Gazobi de Niamey des panneaux solaires pour pallier aux problèmes de l'électricité. Ce don rendu possible grâce au financement de l'UNICEF a été réceptionné ce matin par le directeur général de la dite maternité. C'était en présence du ministre de la Santé publique. Il y avait également nos reporters Assama Seydou et Aboubakar Soleil. Répondre au changement climatique, à la réduction du coût de la consommation énergétique des infrastructures sanitaires et la disponibilité permanente de l'électricité afin d'assurer des soins continus de qualité, tel est l'objectif visé à travers ce don offert par le ministère de l'Énergie à la maternité Isaka Gazobi sur financement de l'UNICEF. Un don qui est apprécié à sa juste valeur par le premier responsable de la dite maternité, le professeur Madina Yamma. Nous sommes ensemble depuis le 16 mai 2024 dans le cadre de vos activités ministérielles suite à un contact de M. Bala Maman Rabiou pour une relance du projet de l'énergie solaire de la maternité Issa Gazobi qui datait depuis 2021. Vous nous avez rendu visite avec des partenaires techniques et financiers du Nigeria et l'ensemble de votre département ministériel le 5 juin 2024 parmi tant de formations sanitaires. Votre choix pour une électrification solaire des formations sanitaires de 3e niveau s'est porté tout de suite sur la maternité Issa Gazobi de Niamey et notre ministère de tutelle nous a donné son accord. Il s'agit d'un choix naturel, du fond du cœur, d'un instinct maternel qui est très engagé pour aider la situation des mères et des nouveau-nés. Le choix des services Kangourou pour la première installation et le service de néonatologie pour la deuxième installation de l'électrification solaire le prouve. Les lampadaires et les projecteurs solaires sont lumineux la nuit et donnant un écart particulier à notre institution. Nous voudrions saluer votre engagement avec l'UNICEF pour l'extraction des services clés de la maternité Issa Gazobi qui permettra de réduire la consommation énergétique de la Nigélec et des groupes électrogènes. Cette électrification solaire permet de motiver le personnel afin de mieux prendre en charge les patientes et les nouveau-nés. Nous voudrons, au nom de l'ensemble du personnel de la maternité Issa Gazobi de Niamey, des patientes et des nouveau-nés du Niger, et à mon nom propre, vous dire merci beaucoup, professeur Hawa Amadou, et à l'ensemble du personnel du ministère de l'Énergie pour l'électrification solaire de notre établissement sanitaire. Le ministre de la Santé publique se réjouit également d'une telle initiative qui permettra d'aider les patients et les nouveau-nés. Nous nous réjouissons de l'organisation de la présente cérémonie de la réception de ces différentes acquisitions dans le domaine de l'électrification solaire de la maternité Isaka Gazobi, réalisée par le ministère de l'Énergie avec l'appui de l'UNICEF. Les équipements comprennent 20 lampadaires solaires installés en juillet 2024, 10 projecteurs installés dans les différents axes de la maternité Isaka Gazobi et des panneaux solaires. Ceci rendant autonome en consommation d'énergie l'ensemble des services sensibles de cette maternité. Ce dispositif solaire contribuera à la réduction du coût de l'électricité au niveau des 7 structures nationales de référence en matière de la santé, de la mère et de l'enfant. Pourquoi le choix de la maternité Isaka Gazobi, élément de réponse avec la donatrice. Cette visite de la maternité Gazobi, orientée sur la solarisation de la maternité, en est une preuve et elle s'aligne parfaitement sur les préoccupations et défis d'aujourd'hui et même dans le futur énergétique de nos infrastructures communautaires, sanitaires, urbains et périurbains. C'est ainsi qu'il est important pour nous
d'intensifier ses efforts pour encourager tous les acteurs du domaine vers une politique d'utilisation de nouvelles sources d'énergie propres, telles que les énergies renouvelables, pour soulager et réduire la facture de la consommation d'énergie électrique. D'ores et déjà, on peut le constater que la maternité a certainement encaissé une réduction dans sa facture de consommation à la Nigélec, ce qui lui permettra de faire des économies face à ses multiples dépenses quotidiennes. Les sanctionnés des événements du 26 juillet ont fait ressortir le problème crucial de disponibilité en énergie électrique dans les établissements sanitaires et de notre capitale. Ces coupures intempestives d'électricité perturbent gravement le système sanitaire, le circuit pharmaceutique et le circuit de distribution d'eau potable, affectant durement la santé de milliers de foyers. Mais grâce à la résilience des populations nigériennes, à l'ingéniosité des membres du CNSP et du gouvernement, à travers les mesures urgentes sectorielles mises en place par le ministère de l'Énergie, les autorités actuelles ont pu atténuer l'impact de la suspension de cette énergie électrique par le Nigeria. La remise des témoignages de satisfaction suivie d'une visite des locaux a sanctionné la cérémonie. Merci Assama Ousseydou. Restons dans ce milieu pour parler de la Société nigérienne de chirurgie orthopédique et traumatologique Sonicot qui a tenu ce matin les travaux de son 4e congrès. C'était sous la présidence du doyen de la faculté des sciences et de la santé, le professeur Douma Maïga. Faisons le point avec Nafissa Yahya et Soumel Abdoulaye. Cette cérémonie marque l'ouverture des travaux du 4e congrès de la Société nigérienne de chirurgie orthopédique et traumatologique Sonico. Occasion pour le président de la Sonico de faire un bref historique de la création de la dite société. La Société nigérienne de chirurgie orthopédique est une jeune société parce que c'est une société aussi d'un pays jeune et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à la mémoire du docteur Amadou Abdoulaye qui a été la cheville ouvrière de cette société, accompagné par mon jeune frère docteur Ali qui est donc orthopédiste à l'hôpital national de Niamey. L'historique de cette il faut replacer les choses dans leur contexte. Ils m'ont trouvé dans mon bureau, les deux. Ils m'ont dit il faut qu'on crée la Société nigérienne de chirurgie orthopédique. J'ai dit oui et ils ont sorti des textes, sont eux qui ont cherché des textes du Maroc, du Sénégal, qu'on a amendé pour faire cette chirurgie. Et ce rappel historique est important vis-à-vis des jeunes. Chaque génération a le devoir de créer quelque chose qu'elle lèvera à la génération suivante. En ouvrant les travaux de ce congrès, le doyen de la faculté de sciences et de la santé dira que la tenue de ces assises coïncide avec la sortie de la première promotion des chirurgiens orthopédistes formés au Niger. La sortie de cette première promotion est un événement historique pour notre faculté et plus largement pour le système de santé de notre pays. Pendant des années, nous avons fait face à un besoin pressant de spécialistes en un domaine crucial pour traiter les traumatismes, les fractures, les pathologies touchant les os, les articulations et le système musculo-squelettique. Aujourd'hui, grâce à ces nouveaux chirurgiens formés chez nous, ce besoin trouve enfin un début de solution. Vous êtes donc les premiers spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologique formés entièrement dans notre pays. Vous êtes aussi une source de fierté pour vous-même, pour nous tous ici présents et pour toute la nation. Vous avez ouvert une nouvelle ère dans le domaine de la santé au Niger. Je voudrais remercier et féliciter chaleureusement nos enseignants, professeurs et maîtres de stage qui ont su vous transmettre leur passion du savoir avec patience et rigueur.
Je suis convaincu que les discussions qui auront lieu durant ces journées renforceront votre pratique, notre pratique. À noter que plusieurs communications sont à l'agenda de ce congrès de 48 heures qui a vu la participation de plusieurs pays africains. Merci Nafisa Yahya. Cette cérémonie, il faut le préciser, a coïncidé avec la sortie de la première promotion des chirurgiens orthopédistes formés au Niger. Parlons santé encore, et c'est pour parler d'une maladie, précisément la lèpre, une maladie autrefois redoutée qui reste encore présente au Niger. Une maladie pourtant qui peut être guérie, c'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Sekina Sadou Gazibo et Soumela Abdoulaye. La lèpre, une maladie ancienne et souvent méconnue, continue d'affecter des milliers de personnes dans le monde. La lèpre, c'est une maladie infectieuse causée par des microbes. Un microbe qu'on appelle le Mycobacterium lépré ou le bacille de Hansen. Ce bacille a été découvert en 1873 par un médecin norvégien appelé Armorer Hansen, d'où le nom de la maladie de Hansen. C'est une maladie contagieuse qui est endémique, c'est-à-dire qui sévit particulièrement dans tous les pays du monde et pour lesquels les pays ont créé des programmes nationaux de lutte pour cette élimination d'ici 2030. Bien que guérissable, elle reste un défi en raison de la stigmatisation et du manque d'information. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'intégration des maladies. Le ministère de la Santé publique a proposé la lutte contre 14 maladies tropicales négligées au Niger, dont il y a 5 maladies tropicales négligées à manifestation cutanée qui doivent être traitées en même temps avec la lèpre. Vous avez les mycétomes, vous avez les leishmanioses cutanées, vous avez le pian, vous avez la gale. Donc en plus de la lèpre, ça va nous faire aujourd'hui 5 maladies tropicales négligées que nous devrons gérer concomitamment avec la lèpre et avec les autres dermatoses mineures. Comment donc éviter cette maladie? Faire attention aux signes de la lèpre qui peuvent être cutanés ou bien neurologiques. En présence de ces signes-là, c'est-à-dire la tache rouge parfois insensible, où il faut très vite faire recours au niveau des formations sanitaires pour pouvoir se faire dépister et traiter avant que l'on ne tombe dans les séquelles. C'est que la lèpre, ce n'est qu'une maladie, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mauvais sort qui fait ça, ce n'est pas parce que tu as juré sur le Coran ou autre qui fait que tu as la lèpre, non, loin de ça. La lèpre, c'est une infection. Une infection est liée à l'environnement. Hein, les microbes qui sont dans notre environnement, tu peux faire un palu, c'est une infection. Tu peux faire une infection pulmonaire, c'est une tuberculose. Donc ça, c'est les modes de contamination. Il faudrait essayer de faire recours aux formations de sanitaires et de laisser les préjugés qui ne vont servir à rien. Avec un traitement accessible et gratuit, il est possible de guérir de la lèpre. Mais pour y parvenir, l'information et la sensibilisation des populations restent essentielles. La lèpre n'est pas une fatalité, elle peut être vaincue avec la bonne prise en charge. Merci Sakina Gazibo. Et ce communiqué de la Direction générale des impôts, ce communiqué est ainsi libellé par note verbale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur numéro 015 donc 075 MAE C NE SG du 5 décembre 2023 adressé à l'ambassade de France à Niamey
Le gouvernement a dénoncé la convention entre notre pays et la France tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale signé le 1er juin 1965 ainsi que son avenant du 16 février 1973. Conformément donc aux stipulations de l'article 44 de cette convention, le délai de 6 mois prévu pour la prise d'effet de la dénonciation est arrivé à terme le 5 juin 2024, précise ce communiqué. En conséquence, le directeur général des impôts appelle les personnes physiques et morales traitant avec des résidents français à une application stricte des dispositions du Code général des impôts, notamment en matière de retenue à la source d'impôts dus au titre de revenus perçus ou de sommes versées en contrepartie des prestations de services de toute nature. À toute fin utile, poursuit le communiqué, il est rappelé qu'un résident français s'entend de toute personne physique ou morale ayant son domicile fiscal en France et ne disposant pas au sens de l'article 9 bis du livre 1er du Code général des impôts d'établissement stable au Niger. Le directeur général des impôts s'est compté sur le civisme fiscal de l'ensemble des contribuables pour le respect scrupuleux de leurs obligations légales en la matière. C'était là donc le communiqué du directeur général des impôts fait à Niamey le 23 septembre 2024, signé le directeur général des impôts Abdourahmane Malama Saleh. Autre aspect de cette édition, l'hôtel Radisson Blu de Niamey a abrité dans la soirée d'hier, lundi 23 septembre 2024, une cérémonie festive marquant le 94e anniversaire de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. Un parterre d'invités au rang desquels les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et ceux du gouvernement nigérien. Il y avait également les diplomates accrédités au Niger et autres présences remarquées. Précision Adam Moussoumana et Sadoumi. L'exécution des hymnes des deux pays suivis de la lecture du Saint-Coran ont constitué le point de départ de la commémoration du 94e anniversaire de la réunification du Royaume d'Arabie Saoudite sous la conduite éclairée du roi Abdelaziz Ibn Saoud. Ce royaume a enregistré de 1932 à nos jours de grands progrès et succès tant politiques qu'économiques et nourrit de nobles ambitions pour les années à venir, souligne l'ambassadeur saoudien dans son allocution. Le royaume occupe aujourd'hui une place prépondérante dans le monde sur les plans politiques, culturels et économiques. Et dans le but de réaliser davantage de progrès économiques, la vision 2030 du Royaume d'Arabie Saoudite a été lancée en 2016. C'est une vision élaborée par son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, président du Conseil des ministres. La vision 2030 du Royaume est un plan audacieux pour le développement du Royaume d'Arabie Saoudite. Elle constitue la base sur laquelle reposent les décisions prises au Royaume jusqu'en 2030. Elle vise à réaliser 80 projets gouvernementaux dont le coût de chaque projet oscille entre 3,7 et 20 milliards rials saoudiens. Cette vision comprend des points clés tels que le développement de nouvelles industries, la privatisation, la création des opportunités d'emploi et la création du plus grand fonds d'investissement au monde. Au diplomate saoudien de poursuivre son intervention en exprimant sa reconnaissance aux autorités nigériennes avec à leur tête le président du CNSP, le général Abdourahmane Tiani, pour toutes les facilités accordées à leur mission diplomatique dans l'accomplissement de leurs tâches
en vue du raffermissement de la coopération entre les deux pays. والمملكة شريك اقتصادي وتنموي مهم للنيجر حيث تمول وتنفذ العديد من المشاريع والبرامج التنموية. En ce qui concerne les relations saoudo-nigériennes, les deux pays sont liés par des relations diplomatiques anciennes fondées sur des bases sociopolitiques et religieuses. En effet, les deux pays sont membres fondateurs de l'Organisation de la coopération islamique, en plus d'avoir de nombreux intérêts communs. Ces relations se sont notoirement développées pour englober les domaines politiques, économiques, sécuritaires et culturels. Il existe aussi une coordination de haut niveau entre les dirigeants de nos deux pays dans les instances internationales. Il est à noter également que le Royaume d'Arabie Saoudite est un partenaire au développement du Niger car il y finance et met en œuvre de nombreux projets et programmes de développement ainsi que des actions humanitaires à travers des institutions et organisations saoudiennes, notamment le Fonds saoudien de développement et le Centre Roi Salman de secours et des actions humanitaires. المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة الجنرال عبد الرحمن تشاني حفظهم الله. Pour joindre l'utile à l'agréable, le diplomate saoudien a offert un dîner à l'ensemble de ses invités qui ont par la suite eu droit à une visite guidée des stands photos retraçant la coopération entre le Niger et l'Arabie Saoudite ainsi que le parcours du royaume de sa création en nos jours. Le directeur général de la société RI du Niger, le commandant Adamou Moussa, a effectué du 19 au 20 septembre dernier une mission marathon dans la région de Dosso. Objectif de ce déplacement est d'identifier des sites d'installation des usines et agences régionales de cette société. Le résumé de cette mission avec nos confrères de la télévision Bonferré. Quelques semaines après avoir lancé à Lata, dans la commune de Namaro, la mise en place des engrais au profit des producteurs rizicoles, le directeur général du riz du Niger, le commandant Moussa Adamou Ili, renoue avec le terrain, avec cette fois une tournée marathon de 48 heures dans la région de Dosso. Des missions qui nous ont été confiées par rapport à notre société qui est le riz du Niger, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on soit encore plus proche de la population. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons entrepris cette mission avec les autorités communales et les autorités régionales de la région de Dosso. Il s'agissait pour le directeur général du RINI et ses collaborateurs composant sa délégation d'aller identifier de visu les différents sites d'implantation d'agences locales du riz du Niger et celle d'une usine de décortiquage de riz, toutes prévues dans la région de Dosso. Ainsi, c'est la commune de Dogonduti qui a accueilli en premier la délégation du RINI. C'est en effet ici, à Dogonduti, que le RINI s'apprête à construire une usine de décortiquage avec en annexe une unité de production d'électricité dite de cogénération à base de pales de riz. Ainsi, après une visite au préfet du département et en compagnie des responsables de la mairie de la commune de Douti, sur 4 sites visités, la délégation du RINI a porté son choix sur un site de 4 hectares au sud de la ville, sous la RN1 venant de Niamey. La seconde étape du périple a été la commune de Koremeroa. Là, il sera érigé une agence locale du RINI. Le site identifié est disponible. Puis, cap sur Dosso commune. Une visite de courtoisie au gouverneur de région, puis descente en ville. La cité de Djarmokoy aura également une représentation du RINI digne de ce nom. Et ce sera sur un site en face du siège du conseil régional de Dosso. Et enfin, Birningaoré, chez les Lamido. Ici aussi, il sera érigé une agence locale du riz du Niger. Un site de 216 mètres carrés disponible a été identifié à cet effet. Une usine et 3 agences dans 3 localités différentes. Convenez qu'il y a beaucoup d'avantages à engranger par les populations, mais aussi par le RINI. Il y a 24 agences
pilotes qui seront installés sur l'étendue du territoire en attendant. Non, la région de Dosso a bénéficié de 3. Donc, ils auront le riz à leur côté et puis le riz sera disponible. Donc, je pense que c'est ça, et en réalité, l'objectif même de l'installation de ces agences. Pour la création d'emplois, bien sûr, même si c'est un poste de gardien, vous voyez ce que ça va rapporter au niveau de la commune, à plus forte raison qu'il y a des agents aussi qui seront recrutés. En rentrant à Niamey le 20 septembre, 2 satisfactions habitaient certainement le directeur général du RINI et ses collaborateurs. La première, la disponibilité et l'empathie des autorités administratives et municipales des localités visitées. Et la deuxième satisfaction, c'est le plaisir du devoir accompli. De la région de Dosso, rendons-nous à celle d'Agadeza. La mission du consortium Rotab Oxfam poursuit son périple à l'intérieur du pays pour expliquer clairement aux structures de la société civile le projet renforcé et accompagner les OSC pour une gouvernance démocratique au Niger réagir. Un projet donc auquel ces structures peuvent postuler. Cette mission était ce mardi 24 septembre 2024 à Agadez. Suivez le résumé. La salle de réunion de la MJC Laya d'Agadez a servi de cadre ce mardi 24 septembre 2024 à la mission de sensibilisation et d'information sur l'appel à proposition de projets à l'intention des organisations de la société civile de la région d'Agadez dans le cadre du programme Réagir, PASOK, IV, mis en œuvre par le consortium Oxfam Rotab, cofinancé par l'Union européenne. L'étape d'Agadez a vu la participation de dizaines d'organisations de la société civile intéressée par le projet. M. Boubacar Wali, représentant d'Oxfam, explique ici l'objectif de leur présence dans la cité de l'Aïe. Aujourd'hui, on est à Agadez. Il y a une équipe qui a DIFA, une autre qui a travaillé hier à Maladie et qui va travailler demain à Zander. On est en train d'expliquer aux organisations de la société civile comment postuler. Donc c'est un financement de 2 millions d'euros qu'on a eu avec l'Union européenne, qu'on va mettre à la disposition des organisations de la société civile. Ce financement, il y aura 10 organisations qui seront sélectionnées pour être financées. Le financement va aller de 50 000 euros à 150 000 euros. La deuxième chose, toutes les organisations qui n'ont pas la chance, une quarantaine d'organisations qui n'auront pas la chance d'être sélectionnées, vont être ciblées pour être renforcées. C'est-à-dire qu'on va les former, on va les doter des outils tels que les manières de procédure, les planifications stratégiques, et des outils comptables pour qu'ils puissent vraiment fonctionner et pour qu'ils puissent être vraiment des grandes organisations pour le futur. Donc il y aura 50 en tout. Parmi les 50, il y aura 10 qui vont avoir des financements de l'argent et il y aura 40 qui vont avoir aussi, ce n'est pas de l'argent, mais ils vont avoir des renforcements de capacités, des formations, ils vont avoir des kits, ils vont avoir des outils pour travailler. Après le lancement officiel par les représentants du ministère en charge de l'Intérieur, Moumouni Moussa, et la présentation des participants, s'en est suivi une projection du projet expliqué par les représentants du ROTA. Adamou Ali, acteur de la société civile présent à la cérémonie, s'est dit bien comblé par les détails donnés. Cet appel à projet, en tout cas, vise les organisations de la société civile qui sont basées dans la commune urbaine d'Agadez et qui sont appelées à monter des projets sur un certain nombre de thématiques, notamment la gouvernance, notamment la démocratie, notamment le changement climatique, notamment les questions de la jeunesse et la question de la femme. Donc, aujourd'hui, ils vont nous entretenir sur ce qu'on appelle donc le terme de référence du projet. Tout ce que cela contient, les modalités donc de soumission, où est-ce qu'il faut soumissionner, les différents lots en termes donc d'enveloppe allouée à chaque structure, qui peut participer, qui peut ne pas participer. Et ce sont donc toutes ces questions-là aujourd'hui qui vont être passées à revue par cette mission qui est venue de Niamey et autour de laquelle se retrouvent donc, comme je dis, les acteurs de la société civile de la commune urbaine d'Agadez. La deuxième présentation par les représentants d'Oxfam a été axée sur la sensibilisation autour non seulement du processus de la constitution du dossier, mais surtout comment renforcer les chances de présenter un bon dossier. Une opportunité que Samira Hassan, présente à la rencontre, compte bien saisir. Je suis également participante à la rencontre relative à l'appel à proposition.
du consortium Oxfam-Routav. Cette rencontre va vraiment nous permettre de nous mobiliser, va nous permettre de faire la visibilité de notre association à travers les activités proposées par ce consortium. Les échanges entre participants et membres de la mission riche en contenu ont permis de lever les doutes de la plupart des acteurs de la société civile présents à cette rencontre. Des acteurs qui ont à l'unanimité confié qu'ils vont pleinement participer et soumettre leurs projets. Rappelons que cet appel à proposition de projets vise à renforcer la gouvernance démocratique, inclusive et redevable à travers tous les Niger. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.